Pouvez-vous imaginer vous réveiller un matin et découvrir que toute votre vie a été un mensonge? Que les 45 années passées aux côtés de l'homme que vous aimiez n'ont absolument rien signifié pour lui? Je m'appelle Célestine, j'ai 62 ans et je vis à Lyon, en France. Pendant près d'un demi-siècle, j'ai cru avoir construit une famille solide aux côtés d'Étienne, mon mari, et de notre fils unique, Maxime. Notre maison dans le quartier de la Croix-Rousse a toujours été mon refuge, avec ses fenêtres qui donnaient sur le Rhône et les collines qui changeaient de couleur à chaque saison. Ce matin d'octobre a commencé comme tous les autres. L'automne français peignait les arbres de doré, et je préparais le petit déjeuner tandis qu'Étienne lisait le journal Le Figaro, comme il le faisait tous les jours depuis des décennies. Le silence confortable entre nous n'était brisé que par le bruit des pages que l'on tourne et le gargouillement de la cafetière italienne que nous avions reçue en cadeau de mariage. C'est alors qu'Étienne a levé les yeux de son journal et a prononcé les mots qui allaient détruire ma vie. « Célestine, nous devons parler. Je veux le divorce. » Ma tasse a glissé de mes mains et s'est brisée sur le carrelage de la cuisine. Le café chaud s'est répandu sur mes pieds, mais la douleur physique n'était rien comparée à ce que je ressentais dans ma poitrine. Mon cœur semblait avoir cessé de battre. « Comment ça, le divorce ?» ai-je réussi à chuchoter, ma voix tremblant comme les feuilles du platane dans la cour. Étienne a soupiré, repliant le journal avec un calme qui m'a rendu encore plus désespéré. J'ai rencontré quelqu'un. Elle est jeune, elle a 20 ans. Elle me fait me sentir vivant à nouveau. 20 ans. L'âge de notre petite fille, Léonie. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Étienne, nous avons construit une vie ensemble. Notre maison, nos souvenirs, notre fils. Ma voix s'est brisée. Il s'est levé de table, rangeant le journal sous son bras comme s'il s'agissait d'un jour normal. Célestine, tu es une bonne femme. Mais je mérite d'être heureux dans mes dernières années. Isabelle me fait me sentir jeune à nouveau. Isabelle. Même son nom résonnait comme une mélodie cruelle à mes oreilles. Pendant que je restais là, paralysé au milieu des débris de ma tasse préférée, Étienne a monté les escaliers comme si rien ne s'était passé. J'ai entendu la porte de notre chambre se fermer, et j'ai compris qu'il faisait ses valises. Les larmes ont commencé à couler, se mélangeant au café renversé sur le sol. 45 ans. 45 années consacrées à cet homme, à prendre soin de lui quand il était malade, à soutenir ses rêves professionnels, à élever notre fils ensemble. Et tout cela ne signifiait rien pour lui. Mes genoux ont cédé et je me suis assise sur le carrelage de la cuisine, au milieu du désordre. Le froid de la céramique a traversé ma chemise de nuit en coton, mais je n'arrivais pas à bouger. C'était comme si mon monde s'était écroulé en quelques minutes. C'est alors que j'ai entendu le téléphone sonner. Les mains tremblantes, j'ai décroché. Maman? C'était la voix de mon fils Maxime. Papa m'a appelé. Il m'a parlé de vous deux. Mon cœur s'est rempli d'espoir. Enfin, quelqu'un qui me soutiendrait, qui comprendrait la folie qu'Étienne était en train de faire. Maxime, mon fils, merci d'appeler. J'ai tellement besoin de toi maintenant. Maman, écoute. Il a fait une longue pause, et j'ai senti un froid dans mon ventre. Peut-être que c'est mieux comme ça. Papa a le droit d'être heureux. Vous étiez plus comme des colocataires que comme un couple depuis des années. Le monde s'est arrêté. Mon propre fils, la personne que j'avais portée dans mon ventre pendant 9 mois, que j'avais élevé avec tout mon amour et mon dévouement, était du côté de son père. Comment peux-tu dire ça, Maxime, ai-je murmuré, ma voix sortant comme un souffle. Maman, tu dois accepter la réalité. Papa a trouvé quelqu'un qu'il aime vraiment. Tu devrais être heureuse pour lui. L'appel s'est terminé, et je suis restée là, tenant le téléphone muet contre mon oreille. Le silence de la maison était assourdissant. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement seule. À ce moment-là, assise sur le carrelage froid de ma cuisine, entourée des débris de ma vie, je ne savais pas que ce ne serait que la première de nombreuses révélations qui changeraient tout ce que je pensais connaître de ma famille.
Mais ce que j'ai découvert ensuite sur cette fille de 20 ans et sur mon propre fils m'a choqué d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Si vous voulez savoir comment une trahison s'est transformée en la plus grande leçon de ma vie, restez avec moi. Car ce qui s'est passé dans les jours suivants a révélé des secrets cachés depuis des décennies, et m'a montré que parfois, perdre tout est le seul chemin pour découvrir qui nous sommes vraiment. 3 jours se sont écoulés depuis que mon monde s'est écroulé. 3 jours à dormir sur le canapé du salon parce que je n'arrivais pas à entrer dans la chambre que j'avais partagée avec Étienne pendant tant d'années. 3 jours à ne manger que des tartines sèches parce que tout avait un goût de cendre dans ma bouche. Lyon continuait sa routine normale dehors. Les gens marchaient dans les rues pavées du vieux Lyon, les cafés restaient bondés, la Saône reflétait les lumières de la ville comme elle l'avait toujours fait. Mais pour moi, tout avait perdu ses couleurs. Pendant ces jours sombres, j'ai reçu la visite de quelques amis du club de lecture que nous fréquentions au centre culturel du quartier. Madame Dubois, ma voisine depuis 20 ans, a apporté une quiche lorraine encore chaude. Célestine, ma chérie, tu dois manger quelque chose, insistait-elle, mais j'arrivais à peine à avaler quelques morceaux. Les femmes chuchotaient entre elles dans mon salon, me lançant des regards compatissants. J'entendais des bribes de conversation, à 67 ans, quelle folie. Une fille de l'âge de la petite fille. Les hommes deviennent fous au 3e âge. Leurs paroles, même bien intentionnées, me faisaient me sentir encore plus mal. J'étais devenue le sujet de ragots du quartier, l'épouse abandonnée, la femme qui n'avait pas su maintenir l'intérêt de son mari. C'est jeudi que j'ai décidé d'affronter la réalité. J'avais besoin de voir de mes propres yeux qui était cette Isabelle qui avait volé mon mari. Étienne avait mentionné négligemment, lors d'une de nos rares conversations tendues pendant qu'il faisait ses valises, qu'elle travaillait dans une petite librairie près de la place Bellecour. Une fille intelligente, avait-il dit, avec un éclat dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des années. Elle étudie la littérature française à l'université. Elle a une passion pour les classiques qui me rappellent quand nous étions jeunes. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je me préparais à sortir de chez moi pour la première fois depuis l'annonce du divorce. J'ai mis mon manteau noir le plus élégant, le même que je portais pour aller à la messe le dimanche à la basilique Notre-Dame de Fourvière, et j'ai marché dans les rues familières de Lyon. Le vent froid d'octobre coupait mon visage, portant l'odeur des châtaignes grillées des vendeurs de rue. C'était un arôme qui m'avait toujours apporté du réconfort, mais maintenant il ne faisait qu'intensifier ma mélancolie. Les rues que je connaissais comme ma poche semblaient étranges, comme si j'étais une touriste dans ma propre ville. Je me suis arrêtée plusieurs fois pendant le trajet, me demandant si je voulais vraiment faire ça. Mais quelque chose de plus fort que mon anxiété me poussait. J'avais besoin de comprendre ce qu'Étienne avait trouvé chez cette jeune femme que moi, après 45 ans, je n'avais pas réussi à lui offrir. La librairie, Les mots perdus, se trouvait à un coin charmant de la rue de la République, avec sa façade peinte en verre mousse et une vitrine remplie de livres classiques français. Il y avait des arrangements de fleurs séchées aux fenêtres et un petit café à côté, dont l'arôme de café fraîchement torréfié se mélangeait à l'odeur de vieux papier des livres. Je suis resté debout de l'autre côté de la rue pendant presque 10 minutes, observant le mouvement. J'ai vu quelques personnes entrer et sortir, la plupart de jeunes étudiants universitaires avec leurs sacs à dos et leurs visages curieux. C'était exactement le genre d'endroit qu'Étienne adorerait fréquenter, il avait toujours été un intellectuel, un homme qui se sentait plus à l'aise en discutant de Proust ou Camus qu'en parlant des trivialités du quotidien. J'ai respiré profondément, senti l'air froid remplir mes poumons, et j'ai traversé la rue. La clochette de la porte a sonné doucement quand je suis entré, un son délicat qui contrastait avec le tourbillon d'émotions dans ma poitrine. Et alors je l'ai vue. Isabelle était derrière le comptoir, organisant quelques œuvres de Victor Hugo dans une petite exposition thématique. Elle était exactement comme je l'avais imaginé, mais d'une certaine manière différente de ce que j'attendais. Oui, elle avait des cheveux blonds et soyeux qui tombaient naturellement sur ses épaules, une peau de porcelaine sans une seule ride, un corps élancé vêtu d'un pull en laine beige qui soulignait sa jeunesse d'une manière presque cruelle. Elle était belle, je ne pouvais pas le nier. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde qui ne correspondait pas à son âge.
Ce n'était pas la mélancolie superficielle typique des jeunes dramatiques, c'était quelque chose de plus profond, une douleur qui semblait avoir des racines anciennes. Elle était concentrée sur son travail, arrangeant les livres avec un soin presque révérentiel. J'observais ses mains délicates manipuler les œuvres, des mains qui, peut-être, avaient touché mon mari avec la même délicatesse. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, levant les yeux quand elle a remarqué ma présence. Sa voix était douce, avec un accent que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Ce n'était pas complètement français, il y avait quelque chose de plus, une musicalité différente dans les voyelles. Pendant un moment, je suis restée muette. Voilà la femme qui avait détruit ma famille, et elle me demandait si elle pouvait m'aider. L'ironie était si amère que j'ai failli rire. Je cherche un livre, ai-je réussi à dire, ma voix sonnant plus rauque que je ne l'avais voulu. Quel type de livre ? Elle s'est approchée du comptoir, et j'ai pu mieux voir ses traits. Il y avait une élégance naturelle chez elle, une grâce dans les mouvements qui m'a vaguement rappelé comment j'étais à son âge. Mais ses yeux bleus profonds portaient une mélancolie qui m'intriguait. Sur les recommencements, ai-je répondu, sans trop réfléchir. Les mots sont sortis avant que je puisse les censurer. Pour une femme de mon âge. Isabelle s'est arrêtée et m'a regardé avec plus d'attention. Ses yeux ont parcouru mon visage, mon manteau élégant mais usé, la façon dont je tenais mon sac, avec des mains tendues, comme s'il était une ancre dans une mer tempétueuse. « Vous êtes Célestine, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, sa voix presque un murmure. Mon sang s'est glacé. J'ai senti comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Elle a rapidement regardé autour de la librairie, vérifiant s'il y avait d'autres clients. Nous étions seuls. Le silence de l'après-midi de jeudi n'était brisé que par le bruit lointain de la circulation et le tic-tac d'une horloge ancienne sur une étagère proche. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit, me faisant signe de la suivre. « Pouvons-nous parler dans l'arrière-boutique ?» J'ai hésité un moment. Toutes les fibres de mon être criaient pour que je fuie de là, pour que je ne m'expose pas davantage. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de parler, une urgence mélangée à de la gentillesse, qui m'a fait la suivre. L'arrière de la librairie était un petit sanctuaire littéraire. Il y avait 2 fauteuils en cuir usé qui avaient connu de meilleurs jours, une table basse couverte de livres ouverts et d'annotations, et des étagères qui allaient du sol au plafond, toutes remplies de volumes qui semblaient avoir été lus et relus d'innombrables fois. L'arôme de vieux papier était encore plus intense là, créant une atmosphère presque monastique. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » a-t-elle dit, montrant l'un des fauteuils. Je me suis assise rigidement, gardant mon sac sur mes genoux comme un bouclier protecteur. Isabelle s'est installée dans le fauteuil en face de moi, et pendant quelques secondes nous sommes restés en silence, 2 femmes de générations différentes, unies par la même source de douleur. Elle jouait nerveusement avec une bague à son index, une bague simple en argent avec une petite pierre bleue qui semblait très ancienne. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement, et cela m'a surprise. Pour une raison quelconque, je m'attendais à trouver une femme confiante, peut-être même arrogante. Au lieu de cela, elle semblait aussi nerveuse que moi. « Je sais qui vous êtes » a-t-elle commencé finalement, évitant mon regard, parce qu'Étienne parle de vous constamment. L'affirmation m'a prise au dépourvu. « Il parle de moi ?» Constamment, a-t-elle répété, cette fois en me regardant directement. « Il me raconte votre rire, dit que c'est comme de la musique. Comment vous faites le meilleur coq au vin de tout Lyon? Comment vous vous êtes occupé de lui quand il a eu une pneumonie il y a 5 ans, restant éveillé 3 nuits consécutives à côté de son lit? » Chaque mot était comme un coup de poignard. Si Étienne parlait tant de moi, s'il se souvenait encore de tous ces détails intimes de notre vie commune, pourquoi me quittait-il? Il parle de comment vous avez transformé cette maison en un vrai foyer, a continué Isabelle, sa voix devenant plus douce. Des rideaux que vous avez cousus à la main pour la chambre de Maxime quand il était petit. De comment vous laissez toujours une lumière allumée quand il rentre tard du travail. Alors pourquoi détruisez-vous mon mariage? La question est sortie plus agressive que je ne l'avais voulu, chargée de toute la douleur et la colère accumulées des derniers jours. Isabelle a levé les yeux,
et j'ai vu qu'ils étaient embués. Parce que je ne suis pas celle que vous pensez que je suis. Comment ça? Elle a respiré profondément, comme si elle se préparait à sauter d'une falaise. Ses mains ont cessé de trembler et elle a entrelacé ses doigts, prenant une posture plus décidée. Mon nom n'est pas Isabelle, a-t-elle dit, sa voix gagnant en force. C'est Isabella. Isabella Moretti. Je suis italienne, de Milan. Et je n'ai pas 20 ans, Madame Célestine. J'en ai 35. Le monde a semblé tourner autour de moi. Mais Étienne a dit. Étienne ment, m'a-t-elle interrompu. À vous, à lui-même, à tout le monde. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Elle a fait une pause, comme si elle rassemblait son courage. Je ne suis pas sa maîtresse. Comment n'êtes-vous pas sa maîtresse? Ma voix est sortie stridente, résonnant dans le petit espace. Isabella s'est levée et a commencé à marcher de long en large, ses pas étouffés par le tapis persan usé. Madame Célestine, a-t-elle dit, s'arrêtant devant moi et me regardant droit dans les yeux, je suis sa fille. Je suis votre belle-fille. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ces paroles résonnaient dans ma tête, mais elles n'avaient pas de sens. Elles ne pouvaient pas avoir de sens. C'est impossible, ai-je chuchoté. Ma mère s'appelait Sofia Moretti, a commencé Isabella, sa voix maintenant ferme et déterminée. Elle travaillait comme traductrice pour des entreprises françaises dans les années 80 et 90. Elle a rencontré Étienne lors d'un voyage d'affaires à Milan, en 1988. L'année a commencé à faire écho dans mon esprit. Je me souvenais de cette période. Étienne avait commencé à faire des voyages réguliers en Italie, disant que c'était pour développer les affaires de l'entreprise d'importation où il travaillait comme directeur commercial. Je plaisantais même avec lui, disant qu'il devenait à moitié italien avec tant de voyages. Ils ont eu une liaison qui a duré 2 ans, a continué Isabella, chaque mot tombant comme une pierre lourde dans mon cœur. Quand ma mère a découvert qu'elle était enceinte, Étienne a promis qu'il quitterait tout en France et viendrait vivre avec nous à Milan. Il a dit qu'il l'épouserait dès qu'il pourrait divorcer. Mais ça, ai-je commencé, mon esprit luttant pour traiter les informations. Mais quand je suis née, en mars 1990, il a simplement disparu, a dit Isabella, sa voix chargée d'une douleur ancienne. Ma mère l'a attendu. Elle a attendu des mois, puis des années. Mais il n'est jamais revenu. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. 1990, Maxime n'avait que 2 ans en 1990. J'étais complètement absorbée par la maternité, m'occupant de mon bébé, construisant notre famille. Et pendant tout ce temps, Étienne avait une autre femme, un autre enfant, une autre vie. Mais pourquoi êtes-vous ici? Ai-je réussi à demander, ma voix tremblante. Pourquoi maintenant? Isabella est retournée à son fauteuil, mais ne s'est pas assise. Elle est restée debout, tenant le dossier comme si elle avait besoin de soutien. Ma mère est morte il y a 6 mois, a-t-elle dit, ses larmes commençant enfin à couler. Cancer du pancréas. Ça a été très rapide. Avant de mourir, elle m'a donné une boîte pleine de lettres qu'Étienne lui avait envoyées au fil des ans. Des lettres? Des centaines. Des lettres où il parlait de sa vie ici à Lyon, de vous, de Maxime. Des lettres où il disait qu'il aimait encore ma mère, qu'un jour il reviendrait vers nous. La dernière lettre est arrivée il y a seulement 3 mois. 3 mois? Ma voix est sortie comme un couinement. Oui. Il écrivait qu'il avait pris une décision. Qu'il en avait assez de vivre partagé entre 2 vies. Qu'il voulait dire la vérité à vous et à Maxime, qu'il voulait me connaître, assumer sa paternité. Le puzzle se montait dans mon esprit, pièce par pièce douloureuse. C'est pour ça que vous êtes venu à Lyon. Exactement. J'ai vendu tout ce que j'avais à Milan et je suis venu ici. J'ai trouvé ce travail à la librairie, j'ai loué un petit appartement dans la presqu'île. Je voulais connaître mon père, comprendre pourquoi il nous avait abandonnés, peut-être construire une sorte de relation. Mais il m'a dit que vous étiez un couple.
Isabella s'est assise lourdement dans le fauteuil, comme si le poids de la situation avait finalement vaincu sa résistance. Parce que quand je suis arrivée ici et que je l'ai cherché, il est entré en panique totale, a-t-elle dit, passant ses mains dans ses cheveux. Il a dit qu'il ne pouvait pas dire la vérité parce que ça détruirait sa famille. Il m'a demandé de faire semblant d'être son couple, il a dit que ce serait plus facile comme ça. Que vous accepteriez mieux un divorce pour infidélité que de découvrir qu'il avait eu une fille secrète pendant 35 ans. Les dernières pièces du puzzle se sont mises en place avec un clic presque audible dans mon esprit. C'est pour ça que mon fils a soutenu sa décision. Maxime connaît la vérité, a confirmé Isabella, baissant la tête de honte. Étienne lui a dit avant de vous le dire. Il a dit qu'il avait besoin d'avoir le soutien de son fils d'abord, que ce serait plus facile de vous convaincre si Maxime était de son côté. J'ai senti une colère que je n'avais jamais éprouvée auparavant monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Non seulement mon mari m'avait trompé il y a des décennies et avait menti pendant toute notre vie commune, mais mon propre fils, mon bébé, que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement, connaissait la vérité et avait choisi de me tromper aussi. Madame Célestine, Isabella s'est penchée vers l'avant, tendant ses mains vers moi, je ne voulais pas faire partie de ce mensonge. C'est pourquoi j'ai voulu que vous connaissiez la vérité. Vous méritez de savoir qui sont vraiment les gens autour de vous. J'ai regardé le jeune visage devant moi, plus la femme qui avait volé mon mari, mais une fille qui avait grandi sans père, qui avait perdu sa mère récemment, et qui se trouvait maintenant au milieu d'une famille détruite par des décennies de secrets et de mensonges. Il parle vraiment de moi, ai-je demandé, ne sachant pas bien pourquoi cela importait encore. Isabella a souri à travers ses larmes, et pour la première fois j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la tendresse dans ses yeux. Constamment, madame. Il dit que vous êtes la femme la plus forte qu'il connaisse. Que vous avez élevé Maxime pratiquement seul parce qu'il voyageait beaucoup pour le travail, maintenant je sais que beaucoup de ces voyages étaient pour voir ma mère et moi. Il dit que vous avez transformé cette maison en un vrai foyer, que vous avez un don spécial pour faire que les gens se sentent aimés et accueillis. Alors pourquoi veut-il se séparer de moi? Parce qu'il a peur, madame, a dit Isabella, sa voix chargée de compréhension. Peur que vous ne lui pardonniez jamais le mensonge. Peur d'affronter la vérité sur qui il est vraiment. Peur de perdre à la fois vous et la chance de me connaître vraiment. Je suis restée en silence pendant plusieurs minutes, absorbant tout ce que j'avais découvert. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teignant les fenêtres de la librairie de tons dorés d'automne. C'était beau, mais j'arrivais à peine à apprécier la beauté. Mon esprit était trop occupé à essayer de réorganiser 45 ans de mariage à la lumière de ces nouvelles révélations. Isabella, ai-je dit finalement, voulez-vous vraiment connaître Étienne comme père? Après tout ce qu'il vous a fait, avouez à votre mère? Elle a réfléchi un moment avant de répondre. Vous savez, madame, ma mère m'a toujours dit que tout le monde mérite une seconde chance. Elle n'a jamais dit du mal d'Étienne, n'a jamais dit que c'était un mauvais homme. Elle disait seulement que c'était un homme effrayé, qui avait fait des choix difficiles dans une situation impossible. Votre mère était une femme très généreuse. Elle l'était. Et elle m'a appris que garder rancune, c'est comme porter des pierres dans le cœur, ça ne fait que nous blesser. C'est pourquoi je suis ici. Pas pour détruire votre famille, mais pour essayer de comprendre la mienne. Je suis sortie de cette librairie avec l'esprit bouillonnant et le cœur partagé entre la colère et une étrange sensation d'espoir. J'ai marché dans les rues de Lyon sans destination, passant par les endroits familiers qui semblaient maintenant différents, comme si je voyais la ville à travers de nouveaux yeux. Je me suis arrêtée sur le pont Bonaparte, mon pont préféré sur la Saône, et j'ai regardé les eaux sombres couler vers le Rhône. C'était là qu'Étienne et moi avions l'habitude de nous promener dans les premières années de notre mariage, main dans la main, rêvant de l'avenir. Maintenant, je découvrais que pendant beaucoup de ces années, il rêvait de deux familles différentes. Mais quelque chose d'autre me dérangeait, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier clairement. Si Isabella disait la vérité sur tout, et chaque instinct me disait qu'elle le faisait, alors peut-être y avait-il encore une chance de sauver mon mariage.
Peut-être que toute cette situation était vraiment le résultat de la peur et non du manque d'amour. Ce qui m'a mené à une question encore plus troublante, si Étienne m'aimait encore, si Isabella n'était pas vraiment sa maîtresse, et si mon fils savait tout depuis le début, alors qui étais-je vraiment dans cette histoire? La victime innocente que je pensais être? Ou y avait-il quelque chose de plus que je n'avais pas encore découvert? Je suis rentré chez moi avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude croissante, peu importe à quel point la vérité était douloureuse, j'avais besoin de la connaître complètement. Parce qu'après 45 ans à vivre avec des demi-vérités, je méritais de connaître toute l'histoire. Et j'avais le sentiment que la plus grande révélation était encore à venir. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté allongé sur le canapé du salon, regardant le plafond et essayant d'organiser mes pensées. La conversation avec Isabella avait tout changé. Mon mari n'était pas un vieil homme amoureux d'une jeune femme, c'était un homme terrifié par les conséquences de ses propres mensonges. L'horloge du salon marquait 3 heures du matin quand j'ai finalement renoncé à essayer de dormir. J'ai mis ma robe de chambre en soie rose, cadeau d'Étienne pour notre 20e anniversaire de mariage, et je suis allé à la cuisine. La maison était plongée dans un calme presque sépulcral, brisé seulement par le ronronnement lointain du réfrigérateur et le grincement occasionnel du vieux bois qui se tassait. À 5 heures du matin, j'ai complètement abandonné l'idée de me reposer. J'ai préparé un café fort dans la cafetière italienne qui nous accompagnait depuis notre lune de miel à Florence, il y a des décennies. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, mes yeux se sont fixés sur le tiroir où Étienne gardait toujours ses documents personnels. Pendant 45 ans de mariage, je n'avais jamais violé son intimité. C'était un accord tacite entre nous, il avait son tiroir, j'avais ma boîte à bijoux où je gardais quelques vieilles lettres de ma mère. Nous avions toujours respecté ces petits territoires privés. Mais après avoir découvert qu'il m'avait menti pendant des décennies sur une fille secrète, j'ai senti que j'avais non seulement le droit, mais l'obligation de connaître toute la vérité. Avec les mains tremblant légèrement, partie nervosité, partie colère contenue, j'ai ouvert le tiroir. Au début, j'ai trouvé seulement ce à quoi je m'attendais, de vieilles factures méticuleusement organisées par année, des garanties d'électroménager depuis longtemps remplacées, des certificats d'assurance vie, des papiers de voiture. Étienne avait toujours été un homme organisé, presque obsessionnellement rangé. Mais au fond du tiroir, sous une pile de vieilles déclarations d'impôts, il y avait quelque chose qui a fait battre mon cœur à tout rompre, une boîte à chaussures que je n'avais jamais vue. C'était une boîte simple, en cuir marron usé par le temps, avec une petite serrure dorée qui n'était pas fermée. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, ma chaise, celle d'où j'observais le jardin pendant le petit déjeuner tous les jours, et j'ai ouvert la boîte avec précaution. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a fait s'écrouler mon monde pour la 2e fois en une semaine. Des dizaines et des dizaines de lettres. Toutes avec le même expéditeur, Sofia Moretti, via Brera 15, Milano, Italia. Les lettres les plus anciennes avaient des pages jaunies par le temps, datées de 1988, et la plus récente portait un cachet postal de seulement quelques mois. Le cœur battant de façon désordonnée, j'ai pris la première lettre avec des doigts qui arrivaient à peine à rester fermes. L'enveloppe était usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois. La lettre était écrite en français, avec une écriture féminine élégante et délicate. Mon cher Étienne, notre petite Isabella a demandé après toi hier. Elle n'a que 3 mois, mais elle sourit déjà quand je mentionne ton nom. Quand vas-tu venir nous rendre visite? Tu me manques tous les jours. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. J'ai pris une autre lettre, celle de 1991. Étienne, mon amour, Isabella a fait ses premiers pas hier. Elle a marché directement vers ta photographie sur la table de chevet. C'est comme si elle savait que tu es son papa. S'il te plaît, écris bientôt. Tes lettres sont la seule chose qui me garde forte. Chaque lettre était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Sofia écrivait sur les étapes de la vie d'Isabella qu'Étienne avait manqué physiquement, mais sur lesquelles il était au courant grâce à ses correspondances secrètes. Ses premiers mots, son premier jour d'école, quand elle a appris à faire du vélo,
ses peurs nocturnes, ses dessins d'enfants. Dans une lettre de 1995, Sofia écrivait: Isabella a dessiné notre famille aujourd'hui à l'école. Elle t'a fait très grand et fort, elle m'a dessiné tenant ta main, et elle s'est mise au milieu, souriante. La maîtresse a demandé où était le papa, et elle a répondu que tu étais en train de travailler loin, mais tu reviens bientôt. Mon cœur s'est brisé, Étienne. Quand ce mensonge va-t-il finir? J'ai continué à lire, lettre après lettre, décennie après décennie. C'était comme regarder une vie parallèle se dérouler devant mes yeux. Une vie dont je ne faisais pas partie, mais qui se passait simultanément à la mienne pendant tout mon mariage. Et pire encore, dans les lettres les plus récentes, Sofia mentionnait de l'argent. Étienne avait envoyé des sommes régulières. Ce n'était pas de gros montants, mais suffisants pour aider avec les dépenses de base. De l'argent qui sortait de notre compte joint, de l'argent que je pensais être utilisé pour nos besoins familiaux. Une lettre de 2003 disait: Merci pour l'argent supplémentaire ce mois-ci. Isabella avait besoin de livres pour l'université, et je n'aurais pas pu payer seule. Elle étudie la littérature française, tu sais. Elle veut être professeure, comme tu as toujours rêvé l'être quand nous nous sommes rencontrés. Elle a beaucoup de toi, mon cher. Une autre, de 2010. Isabella a eu son diplôme avec les honneurs. J'aurais tellement voulu que tu sois là pour voir comme elle était belle à la cérémonie. Elle a demandé si tu viendrais, et j'ai inventé une excuse sur le fait que tu étais tombé malade. Je ne peux plus continuer à lui mentir, Étienne. Elle mérite de connaître son père. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente. Mon mari n'avait pas seulement une fille secrète, mais il avait suivi sa croissance à distance, il avait soutenu financièrement son éducation, il avait fait partie de sa vie d'une manière que je n'avais jamais su. C'est quand je suis arrivée aux lettres les plus récentes que ma respiration s'est pratiquement arrêtée. L'écriture changeait, ce n'était plus l'écriture élégante de Sofia, mais une lettre plus jeune, plus ferme. Monsieur Étienne, je suis Isabella, votre fille. Ma mère Sofia est décédée la semaine dernière après une bataille courageuse contre le cancer. Parmi ses biens les plus précieux, j'ai trouvé toutes vos lettres, des centaines, gardées en ordre chronologique dans une boîte spéciale. Elle m'a parlé de vous pendant ces dernières semaines de vie. Elle a dit que vous étiez le grand amour de sa vie, mais que vous aviez fait un choix impossible entre deux familles. Elle a dit que vous étiez un homme bon qui s'était trouvé dans une situation sans issue. Je n'écris pas pour vous reprocher ou pour demander des explications sur le passé. J'écris parce que j'aimerais beaucoup vous connaître. Je serai à Lyon le mois prochain. S'il vous plaît, répondez-moi si vous avez de l'intérêt à me connaître. Je ne veux pas perturber votre vie, juste comprendre d'où je viens. Avec espoir, Isabella Moretti. À la fin de la lettre, il y avait une adresse à Lyon, l'adresse de la librairie où je l'avais trouvée, et un numéro de téléphone. J'ai remis toutes les lettres soigneusement dans la boîte, mais mon esprit bouillonnait. J'avais besoin de mieux comprendre toute cette situation. Isabella avait été honnête avec moi à la librairie, mais je sentais qu'il y avait encore des couches de vérité qui devaient être révélées. J'ai pris mon téléphone, et sans réfléchir à deux fois, j'ai composé le numéro qu'Isabella avait laissé dans la lettre. Allô? Sa voix semblait endormie et confuse. Il n'était que 6 heures du matin. Isabella, c'est Célestine. Excusez-moi d'appeler si tôt, mais nous devons parler à nouveau. Pouvez-vous venir chez moi? Il y a eu une pause, et j'ai pu l'entendre bouger, probablement en train de s'asseoir dans son lit. Bien sûr, Madame Célestine. Il s'est passé quelque chose? J'ai trouvé les lettres. Toutes. Le silence de l'autre côté de la ligne était éloquent. Je serai là dans 1 heure. Pendant que j'attendais, j'ai préparé du thé à la camomille, autant pour calmer mes nerfs que pour recevoir Isabella convenablement. J'ai organisé quelques-unes des lettres sur la table de la cuisine, choisissant celles que je considérais comme les plus significatives. Je voulais comprendre non seulement les faits, mais les émotions derrière toute cette histoire.
Quand Isabella est arrivée, vêtue d'un manteau bleu marine foncé et avec les cheveux attachés en chignon simple, elle semblait encore plus jeune à la lumière du jour. Il y avait des cernes sous ses yeux, suggérant qu'elle aussi avait passé une nuit blanche. « Entrez, ma chère », ai-je dit, me surprenant par la tendresse naturelle que j'ai ressentie pour elle. Je ne la voyais plus comme l'intruse qui avait détruit ma famille, mais comme une jeune femme qui avait perdu sa mère et essayait de trouver sa place dans le monde. « Asseyez-vous », ai-je dit, montrant la chaise qui était habituellement celle d'Étienne. Nous avons beaucoup à discuter. Isabella a vu les lettres étalées sur la table et a visiblement pâli. « Vous les avez toutes lues ? » Beaucoup d'entre elles. Depuis 1988 jusqu'à votre lettre la plus récente. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Isabella, j'ai besoin que vous me racontiez toute la vérité. Sans rien omettre du tout. J'ai besoin de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi c'est arrivé. Elle a soupiré profondément et s'est assise, prenant une des lettres les plus anciennes, une que Sofia avait écrite quand Isabella n'avait que 2 ans. Par où voulez-vous que je commence, madame ? Par le début. Comment votre mère a-t-elle vraiment rencontré Étienne ? Isabella est restée silencieuse un moment, organisant ses pensées. Quand elle a commencé à parler, sa voix portait le poids d'une histoire qu'elle avait gardée pendant des années. Ma mère était traductrice freelance spécialisée dans les documents commerciaux français. Elle était très talentueuse, elle parlait français couramment, elle avait étudié à la Sorbonne pendant 1 an quand elle était jeune. Quand Étienne a commencé à faire des affaires avec des entreprises italiennes, sa société l'a engagée comme traductrice et guide local. Et ils sont tombés amoureux ? Selon ma mère, c'était le coup de foudre. Étienne était différent des hommes italiens qu'elle connaissait, plus réservé, plus intellectuel. Il passait des heures à parler de littérature, d'art, de la vie. Il la faisait rire d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Isabella a sorti une photo de son sac et me l'a montrée. C'était une femme très belle, avec des cheveux châtains soyeux et des yeux expressifs, tenant une petite fille aux cheveux clairs. Voici ma mère, Sofia, et me voici à 5 ans. J'ai regardé la photo et j'ai vu Étienne clairement dans les traits de l'enfant. La forme des yeux, le sourire, l'inclinaison de la tête, il était impossible de nier la paternité. Isabella, votre mère savait-elle qu'Étienne était marié ? Elle a baissé la tête, visiblement mal à l'aise avec la question. Oui, elle le savait. Étienne avait été honnête à ce sujet dès le début. Il avait dit qu'il était marié, qu'il avait un petit enfant, mais que le mariage traversait des difficultés. Des difficultés ? Selon lui, vous étiez plus comme des colocataires que comme un couple. Que l'amour s'était transformé en habitude, que vous parliez rarement de choses importantes. Il disait qu'il se sentait invisible à la maison. Les mots étaient cruels, mais m'ont forcé à réfléchir honnêtement sur notre mariage à cette époque. Il était vrai que nous traversions une période difficile. Maxime était un enfant exigeant, j'étais épuisée par la maternité, et Étienne travaillait de longues heures. Nous parlions principalement de questions pratiques, factures, horaires, responsabilités domestiques. Mais pourquoi votre mère a-t-elle accepté une relation avec un homme marié ? Isabella m'a regardé directement, et j'ai vu une maturité dans ses yeux qui contrastait avec son apparence jeune. Parce qu'elle a cru quand il a dit qu'il divorcerait. Étienne avait promis qu'il quitterait tout en France et viendrait vivre avec nous à Milan. Il a dit qu'il attendrait seulement que Maxime soit un peu plus âgé, qu'il ne voulait pas traumatiser un enfant si petit. Et votre mère a attendu. Pendant 2 ans. Ils se rencontraient chaque fois qu'il venait à Milan pour le travail, ce qui était fréquent. Ma mère avait loué un appartement plus grand, elle avait commencé à rêver d'un avenir ensemble. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle était radieuse. Elle pensait qu'enfin Étienne aurait l'incitation finale pour quitter sa vie en France. Mais il ne l'a pas quittée. Quand je suis née, il est venu me voir à l'hôpital. Ma mère m'a raconté qu'il avait pleuré en me tenant pour la première fois, qu'il avait dit que j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Il avait promis qu'il reviendrait dans 2 semaines pour nous chercher toutes les deux. Isabella a fait une pause,
essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Mais il n'est jamais revenu. Ma mère a attendu. D'abord des jours, puis des semaines, puis des mois. Elle téléphonait à l'hôtel où il restait toujours, mais il disait qu'il avait annulé toutes les réservations futures. Et les lettres? Quand ont-elles commencé? 6 mois après ma naissance. Ma mère était désespérée, avec des difficultés financières, s'occupant d'un bébé seul. Elle a décidé d'écrire une lettre, ne demandant pas d'aide, racontant juste comment je grandissais. À sa surprise, il a répondu. Isabella a pris une des lettres les plus anciennes et l'a tenue avec soin. Sa première réponse était pleine d'excuses et d'explications. Il disait qu'il avait essayé de dire la vérité à vous, mais qu'il n'avait pas pu. Que vous étiez si heureuse avec Maxime, si dévouée à la famille, qu'il n'avait pas eu le courage de détruire ça. Il disait qu'il se sentait comme un monstre, mais qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Et votre mère a accepté ça? Ma mère l'aimait, Madame Célestine. Parfois l'amour nous fait accepter l'inacceptable. Elle m'a regardé avec une sagesse qui semblait bien au-delà de ses années. Elle a choisi de maintenir le contact par les lettres parce que c'était la seule façon de garder Étienne dans ma vie, même à distance. Et l'argent? Quand a-t-il commencé à l'envoyer? Quand j'avais 10 ans. Ma mère traversait de sérieuses difficultés financières, le travail de traduction se faisait rare, et elle avait refusé plusieurs prétendants parce qu'elle avait encore l'espoir qu'Étienne revienne. Une amie a suggéré qu'elle lui écrive sur notre situation. Elle a demandé l'argent directement? Jamais. Ma mère était trop fière pour ça. Elle racontait juste nos vies, nos besoins. Elle mentionnait avec désinvolture que j'avais besoin de livres pour l'école, ou que nous devions déménager dans un appartement plus petit parce que le loyer avait augmenté. Étienne a commencé à envoyer de l'argent de son propre chef. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre, observant le jardin que j'avais soigné avec tant d'amour au fil des ans. Les rosiers qu'Étienne avait plantés pour moi pour notre 10e anniversaire fleurissaient encore, malgré l'automne avancé. Isabella, ai-je dit, regardant encore dehors, puis-je poser une question difficile? Bien sûr, madame. Croyez-vous vraiment qu'il puisse changer? Qu'après 35 ans à cacher votre existence, mentir à tout le monde, il puisse soudain devenir le père que vous avez toujours voulu avoir? Isabella est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé, sa voix portait un mélange d'espoir et de réalisme. Madame Célestine, ma mère est morte en l'attendant. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'autres relations sérieuses. Elle a vécu dans une sorte de limbe émotionnel, attendant toujours qu'un jour Étienne tienne ses promesses. Je ne veux pas commettre la même erreur qu'elle a commise. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que je ne veux pas non plus vivre en me demandant « et si ?» Je veux lui donner, et me donner, une vraie chance. Mais avec des conditions. Plus de mensonges, plus de promesses vides. S'il veut être mon père, il doit l'être vraiment, pas seulement sur le papier. Je suis retournée à la table et me suis assise à côté d'elle. Et si je vous dis que je ne vais pas divorcer d'Étienne? Que je vais me battre pour mon mariage? À ma surprise, Isabella a souri, le premier sourire authentique que j'ai vu sur son visage. Alors je dirais que vous êtes exactement la femme forte et courageuse que ma mère a toujours admirée à travers les histoires qu'Étienne racontait dans les lettres. Il parlait de moi-même en étant avec votre mère? Constamment. Dans les lettres les plus récentes, surtout, il écrivait sur combien il se sentait coupable de vous avoir trompé si longtemps. Il disait que vous méritiez un homme bien meilleur que lui. Qu'il avait peur que, s'il disait la vérité, il perdrait à la fois vous et la chance de me connaître. Alors il veut vous connaître vraiment? Oui. Mais il est terrifié par les conséquences. C'est pourquoi il a inventé cette histoire ridicule sur le fait que nous soyons un couple, il pensait que ce serait plus facile pour tout le monde. C'est alors que j'ai eu une idée. Une idée qui pourrait autant sauver ma famille que la détruire complètement. Mais après tant d'années à vivre avec des demi-vérités et des mensonges déguisés en protection, je savais qu'il était temps de parier tout sur l'honnêteté totale. Isabella, ai-je dit, prenant ses mains dans les miennes,
que diriez-vous si nous forcions la main du destin? Comment ça, madame? Que diriez-vous si nous amenions Étienne et Maxime ici, ce soir, et que nous mettions littéralement toutes les cartes sur la table? Plus de mensonges, plus de subterfuges. Juste la vérité nue et crue. Isabella a semblé vraiment effrayée par l'idée. Vous êtes sûr? Ça peut être extrêmement douloureux pour tout le monde. Ma chère, ai-je dit, sentant une force et une détermination que je ne savais pas posséder, après avoir découvert que pratiquement toute ma vie adulte a été construite sur une fondation de mensonges, je pense que je peux supporter n'importe quelle douleur. Ce que je ne peux plus supporter, c'est vivre dans l'ignorance ou continuer à faire semblant que tout va bien. Isabella a serré mes mains. Et s'ils réagissent mal? Et si Maxime se met en colère? Et si Étienne? Alors au moins nous saurons où nous en sommes vraiment, l'ai-je interrompu. Isabella, vous avez passé 35 ans sans connaître votre père. J'ai passé 45 ans mariée à un homme qui vivait une double vie. Maxime a grandi en ayant une sœur qu'il n'a jamais su qu'elle existait. Assez de secrets. Il est temps que nous affrontions tous la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en décennies de mariage, j'ai téléphoné à la fois à Étienne et à Maxime avec un ultimatum. Vous allez être à la maison à 7 heures ce soir, ai-je dit à chacun d'eux, ma voix n'admettant pas de contestation. Nous avons des affaires de famille à résoudre, et cette fois nous allons les résoudre une fois pour toutes. Je n'ai pas parlé d'Isabella étant chez moi, ni des lettres que j'avais découvertes. J'ai juste dit que j'avais pris une décision importante sur notre avenir et que j'avais besoin de la présence des deux. Quand ils sont arrivés ensemble, Étienne visiblement nerveux, Maxime semblant confus, ils ont trouvé Isabella assise calmement dans le salon, les lettres de Sophia étalées méthodiquement sur la table basse comme des preuves dans un tribunal. Le visage d'Étienne est devenu livide. Maxime s'est arrêté à la porte, visiblement choqué de voir Isabella là. « Asseyez-vous », ai-je dit avec une autorité qui m'a surprise. Il est temps que toute la vérité éclate. Et quand je dis toute la vérité, je veux dire chaque mensonge, chaque omission, chaque secret que vous m'avez caché toutes ces années. Et c'est ainsi que, cette nuit orageuse d'octobre à Lyon, notre famille s'est réunie pour la première fois au complet, incluant la fille que je n'avais jamais su qu'elle existait, pour confronter 35 ans de mensonges, de trahisons et de secrets enterrés. Mais ce qui s'est passé pendant cette confrontation nous changerait tous de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Parce que parfois, la seule façon de reconstruire quelque chose est d'abord de permettre qu'il s'effondre complètement. Le silence dans le salon était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir, la même horloge que ma belle-mère nous avait offerte comme cadeau de mariage et qui marquait le temps de notre famille depuis des décennies. Étienne était assis dans le fauteuil qu'il avait toujours considéré comme le sien, mais il semblait un parfait étranger dedans. Maxime restait debout près de la porte, comme un animal acculé prêt à fuir à tout moment. Isabella, courageuse et digne, maintenait sa posture droite sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux comme une dame victorienne. La lumière de l'après-midi d'octobre filtrait à travers les rideaux que j'avais cousus moi-même il y a des années, créant des motifs dorés sur le tapis persan que nous avions acheté pendant notre lune de miel. Tout dans le salon racontait l'histoire de décennies de vie commune, mais maintenant j'avais l'impression de voir ces objets familiers pour la première fois. Bien, ai-je commencé, ma voix sonnant étonnamment ferme, je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Mais je vais le rendre absolument clair quand même. J'ai découvert Isabella, les lettres, l'argent, chaque mensonge raconté au cours des 35 dernières années. Étienne a fermé les yeux comme s'il avait reçu un coup physique. Ses mains, que je connaissais si bien, des mains qui m'avaient caressé, qui avaient tenu notre fils bébé, qui avaient construit la maison de poupée pour notre petite fille, tremblaient visiblement. Célestine, je peux expliquer. A-t-il commencé, sa voix sortant rauque. Non, l'ai-je interrompu, levant la main avec une autorité qui m'a surprise. Tu as eu 35 ans pour expliquer. 35 ans pour être honnête avec moi. Maintenant c'est mon tour de parler. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la table basse,
où j'avais soigneusement organisé quelques-unes des lettres les plus significatives. J'ai pris une des plus anciennes, datée de 1989, et je l'ai tenue en l'air comme une preuve au tribunal. Cette lettre date de 1989, ai-je dit, ma voix résonnant dans le salon silencieux. Sophia raconte qu'Isabella a fait ses premiers pas et demande quand tu vas les visiter. Elle avait 1 an, Étienne. Ta fille a fait ses premiers pas, et tu n'étais pas là. J'ai pris une autre lettre, celle de 1995. Celle-ci date du premier jour d'Isabella à l'école. Sophia écrit qu'elle a dessiné une famille avec un papa qui était en train de travailler loin, mais qui revient bientôt. Une enfant de 5 ans qui attendait un père qui a choisi de vivre un mensonge. À chaque lettre que je lisais, je voyais des larmes se former dans les yeux d'Isabella. Étienne gardait la tête baissée, comme un homme sur le banc des accusés. Maxime s'est finalement assis sur la chaise près de la fenêtre, semblant physiquement détruit par le poids des révélations. Et celle-ci, ai-je continué, prenant une lettre plus récente, est d'Isabella, écrite après la mort de sa mère, demandant juste à connaître son père. J'ai regardé directement Étienne, le forçant à me regarder. Mais quand elle est arrivée ici, tu l'as transformée en un mensonge encore plus grand. Tu as fait d'elle ta supposée maîtresse pour cacher la vérité une fois de plus. Maman. Maxime a essayé de parler, sa voix faible et pleine de culpabilité. Et toi, mon fils, ai-je dit, me tournant vers lui avec un mélange d'amour et de déception qui me brisait le cœur, tu savais tout et tu as choisi de me tromper aussi. Tu as choisi de protéger les mensonges de ton père au lieu de protéger ta propre mère. Maxime a baissé la tête, incapable de me regarder. Je pensais que ce serait plus facile comme ça, pour tout le monde. Plus facile pour qui? Ma voix s'est élevée, chargée de toute la douleur accumulée. Pour vous, qui n'auriez pas eu à affronter les conséquences de vos choix? Ou pour moi, qui mérite apparemment de vivre le reste de sa vie basée sur des mensonges et des déceptions? Le silence a repris le dessus dans le salon, lourd comme un orage prêt à éclater. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin que j'avais cultivé avec tant d'amour au fil des ans. Les rosiers qu'Étienne avait plantés pour moi fleurissaient encore, mais maintenant ils semblaient se moquer de ma naïveté. Savez-vous ce qui me fait le plus mal dans toute cette situation? Ai-je demandé, sans me retourner pour les affronter. Ce n'est pas la trahison d'Étienne, aussi douloureuse soit-elle. Ce ne sont pas les 35 années de mensonges systématiques. C'est de découvrir que vous deux, les 2 personnes que j'aime le plus au monde, croyiez que j'étais trop faible, trop naïve, trop fragile pour faire face à la vérité. Isabella a bougé mal à l'aise sur le canapé. Madame Célestine, j'ai essayé de les convaincre de vous dire la vérité. Je sais, ma chère. Et merci pour ça. Je me suis tournée vers elle avec un sourire triste. Vous avez été la seule personne complètement honnête avec moi dans toute cette situation. La seule qui m'a traitée comme une adulte capable de faire face à la réalité. Étienne a finalement levé la tête, et j'ai vu que ses yeux étaient rouges et gonflés. Il semblait avoir vieilli d'une décennie au cours des dernières semaines. Célestine, j'ai eu peur. Peur de te perdre, peur de perdre Maxime, peur d'affronter ce que j'avais fait. Et quel a été le résultat de ta peur, Étienne, ai-je demandé, ma voix maintenant plus calme, mais chargée d'une tristesse profonde. Tu m'as perdu quand même. La différence c'est que maintenant tu m'as aussi perdu comme amie, comme compagne, comme la personne qui te connaissait le mieux au monde. Il a avalé difficilement, les mots sortant avec difficulté. Que veux-tu de moi, Célestine? Que puis-je faire pour réparer ça? Je veux que tu sois honnête avec moi pour la première fois en décennies. Complètement honnête. J'ai fait une pause, respirant profondément avant de poser la question qui me terrorisait le plus. M'aimes-tu encore? La question a pris tout le monde par surprise, y compris moi-même. Mais j'avais besoin de savoir. Après tout ce que j'avais découvert, j'avais besoin de comprendre s'il y avait encore quelque chose de réel entre nous ou si notre mariage entier avait été une farce. Étienne m'a regardé dans les yeux pour la première fois ce soir-là. Pendant un moment,
j'ai vu le jeune homme dont j'étais tombée amoureuse il y a des décennies, avant les mensonges, avant les trahisons, avant que tout s'écroule. Oui, Célestine. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Sophia a été une erreur, un moment de faiblesse dans une période difficile de notre mariage qui s'est transformé en un mensonge que j'ai porté toute ma vie. Mais tu as toujours été ma vraie compagne, ma base, ma maison. Et Isabella, ai-je demandé, regardant la jeune femme qui restait silencieuse, observant la dynamique de notre famille se dérouler. Veux-tu la connaître vraiment? Être son père vraiment, pas seulement sur le papier? Étienne a regardé Isabella comme s'il la voyait pour la première fois. Ses yeux ont parcouru son visage, reconnaissant des traits familiers, voyant peut-être des échos de lui-même et de Sophia dans la jeune femme devant lui. Oui, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Plus que tout au monde. Mais je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment être père d'une femme adulte que je n'ai pas vue grandir. En commençant par la vérité, ai-je répondu simplement. En commençant par l'honnêteté totale, sans plus de jeu, sans plus de mensonges protecteurs. Je me suis tournée vers Isabella. Et vous, ma chère? Voulez-vous encore avoir Étienne comme père, après tout ce qu'il vous a fait, avoué à votre mère? Isabella a essuyé une larme qui coulait silencieusement sur sa joue. Quand elle a parlé, sa voix portait une maturité qui contrastait avec son apparence jeune. Oui, madame. Je sais qu'il a commis des erreurs terribles. Je sais qu'il a abandonné ma mère quand elle avait le plus besoin de lui. Je sais qu'il a construit toute une vie basée sur un mensonge. Mais ma mère m'a toujours dit que tout le monde mérite une seconde chance, surtout quand il montre un repentir authentique. J'ai regardé Maxime, qui était resté silencieux, luttant clairement avec ses propres émotions et culpabilités. Et toi, mon fils? Es-tu prêt à avoir une sœur aînée? À faire partie d'une famille qui inclut les erreurs du passé avec les possibilités du futur? Maxime a regardé Isabella avec une curiosité authentique pour la première fois. Elle est vraiment ma sœur? Demi-sœur, a corrigé Isabella gentiment. Mais quand même famille, si tu le veux. Maxime a hésité un moment, puis s'est levé et a marché vers Isabella. Désolé, a-t-il dit, tendant la main. Désolé d'avoir participé au mensonge. Désolé de n'avoir pas eu le courage de défendre ma mère dès le début. Isabella a accepté sa main et a souri à travers ses larmes. Nous commettons tous des erreurs quand nous avons peur. L'important c'est que nous soyons ici maintenant, disposés à faire mieux. Alors oui, a dit Maxime, un petit sourire apparaissant sur son visage pour la première fois en semaine. J'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Même si c'est un peu tard pour ça. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre une fois de plus, ayant besoin d'un moment pour traiter tout ce qui se passait. Dehors, Lyon brillait sous les lumières qui commençaient à s'allumer avec la tombée du soir. La ville qui avait été ma maison pendant tant d'années semblait différente maintenant, comme si je la voyais à travers des yeux nouveaux, plus sages, plus fatigués, mais peut-être plus pleins d'espoir. Étienne, ai-je dit, sans me retourner, tu as dit que tu veux le divorce pour être avec Isabella. Mais Isabella n'est pas ta maîtresse. C'est ta fille. Alors dis-moi, honnêtement, veux-tu encore le divorce? Le silence s'est étendu pendant plusieurs minutes. Quand je me suis finalement retournée, j'ai vu Étienne à genoux au milieu du salon, des larmes coulant librement sur son visage. C'était une vision que je n'avais jamais été témoin, mon mari orgueilleux et réservé complètement brisé, vulnérable comme un enfant. Célestine, a-t-il dit, sa voix embrassée, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Non seulement en te trompant il y a 35 ans, mais en mentant à ce sujet pendant toutes ces années. Si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à compenser ça. Et comment comptes-tu faire ça? En étant honnête. Surtout, toujours. Sans plus de secrets, sans plus de mensonges, même pas ceux bien intentionnés. Et en étant le père qu'Isabella mérite, même si c'est terrible et inexcusablement tard. Je suis retournée à ma chaise et j'ai regardé les 3 visages devant moi.
3 personnes que j'aimais, chacune blessée par les mensonges que nous nous étions racontés les uns aux autres, chacune espérant que je prenne une décision qui changerait le cours de toutes nos vies. J'ai une proposition, ai-je dit finalement, sentant une clarté que je n'avais pas éprouvée depuis des semaines. Étienne, tu vas déménager dans la chambre d'amis temporairement. Nous allons recommencer à zéro, comme si nous nous rencontrions pour la première fois, mais cette fois avec une honnêteté totale. Et Isabella, a-t-il demandé, une étincelle d'espoir apparaissant dans ses yeux. Isabella va dîner avec nous tous les dimanches. Elle va passer Noël avec nous. Elle va faire partie de cette famille, comme elle aurait dû l'être depuis le début. Mais, ai-je ajouté, regardant directement vers elle, pas comme invitée ou obligation. Comme fille et sœur. Isabella a commencé à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de joie. Madame Célestine, vous êtes sûre? Je ne veux pas être un fardeau. Ma chère, ai-je dit, me levant et allant vers elle, vous avez perdu votre mère il y a quelques mois. Je ne vais pas vous laisser perdre votre famille aussi. J'ai embrassé Isabella, et pour la première fois j'ai senti que j'embrassais non pas la femme qui avait menacé mon mariage, mais la fille que je n'avais jamais eue, la jeune femme qui avait grandi sans père à cause des peurs et de la lâcheté des adultes autour d'elle. Maxime s'est approché avec hésitation et, après un moment d'indécision, a tendu ses bras pour nous inclure dans l'étreinte. Plaisir de vous connaître officiellement, sœur. Isabella a ri à travers ses larmes. Le plaisir est pour moi, frère. Étienne continuait agenouillé par terre, observant la scène avec un mélange de gratitude, de soulagement et de remords profonds. Je me suis approché de lui et j'ai tendu ma main. Lève-toi, Étienne. Si nous allons reconstruire cette famille, nous allons le faire ensemble, tous debout, regardant vers l'avant. Il a accepté ma main et s'est levé lentement. Pendant un moment, nous sommes restés face à face, 2 étrangers qui avaient été mariés pendant 45 ans, 2 personnes qui devraient apprendre à se connaître à nouveau. Merci, a-t-il chuchoté, sa voix chargée d'émotion. Merci de me donner une chance que je ne mérite pas. Tout le monde mérite une seconde chance, Étienne, ai-je répondu, faisant écho aux paroles de la mère d'Isabella. Mais c'est ta dernière. Il n'y aura pas de 3e opportunité. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies, j'ai préparé le dîner pour 4 personnes. Isabella m'a aidé dans la cuisine, et nous avons découvert qu'elle avait hérité de Sofia quelques recettes italiennes qui se combinaient parfaitement avec ma cuisine française. Ses mains étaient habiles et délicates, et nous travaillions ensemble avec une naturalité qui m'a surprise. Madame Célestine, a-t-elle dit pendant qu'elle préparait une sauce tomate au basilic, puis-je demander pourquoi vous avez décidé de nous donner une chance au lieu de simplement divorcer et aller de l'avant. J'ai arrêté de couper les oignons, tâche qui me faisait toujours pleurer, mais cette fois les larmes étaient d'émotion, pas des vapeurs irritantes. Parce que j'ai découvert quelque chose sur moi-même ces derniers jours, ai-je répondu pensivement. J'ai découvert que je suis beaucoup plus forte que je l'imaginais. Et j'ai découvert que pardonner n'est pas sur oublier ce qui s'est passé ou faire semblant que ça n'a pas fait mal. C'est sur choisir de construire quelque chose de meilleur et de plus vrai que ce qui a été détruit par les mensonges. Et vous arrivez à pardonner? Vraiment? J'ai regardé vers elle, cette jeune femme qui portait les traits de l'homme qui m'avait trompé, mais qui portait aussi la gentillesse et la force d'une mère qui avait choisi d'aimer même quand elle avait été abandonnée. Je choisis de pardonner, ai-je corrigé. Tous les jours, je vais devoir faire ce choix consciemment. Certains jours ce sera plus facile que d'autres. Certains jours je vais me réveiller avec de la colère, de la rancœur, avec l'envie d'abandonner. Mais je choisis de construire une famille basée sur la vérité au lieu de vivre seul en nourrissant des ressentiments. Dans la salle à manger, Maxime et Étienne essayaient de briser la glace en parlant de football, sujet sur qui ne touchait pas aux blessures ouvertes. J'entendais des fragments de conversation à travers la porte de la cuisine, et pour la première fois en semaine, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la normalité dans leur voix. Quand nous nous sommes assis pour dîner, j'ai regardé autour de la table, mon mari repentant, mon fils honteux essayant de se racheter, et ma nouvelle fille pleine d'espoir, et j'ai réalisé que, pour la première fois en semaine, je me sentais complète.
Pas complète comme avant, quand je vivais dans une bulle d'ignorance heureuse, mais complète d'une manière plus profonde et vraie. Savez-vous quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise de tout ça? Ai-je demandé pendant que nous servions le vin, un Côte-du-Rhône qu'Étienne avait apporté d'un de ses voyages. Tous m'ont regardé, attendant. J'ai appris qu'être mère n'est pas seulement sur donner naissance à un enfant ou l'élever. C'est sur choisir d'aimer inconditionnellement, même quand c'est difficile. C'est sur être forte quand les autres autour de vous sont faibles. C'est sur pardonner quand les autres ne méritent pas le pardon. Et c'est sur construire des ponts où d'autres préféreraient construire des murs. Isabella a pris ma main par-dessus la table, ses yeux brillants de larmes non versées. Merci de m'apprendre ce que c'est que d'avoir une vraie mère, madame. Et merci de m'apprendre que la famille n'est pas seulement sur le sang ou sur la perfection. C'est sur le choix. C'est sur décider d'aimer et d'accepter, même quand c'est compliqué. Et je vous choisis, Isabella. Je vous choisis tous. Maxime a levé son verre. Au recommencement d'honnête. Aux secondes chances méritées, a ajouté Étienne, sa voix encore tremblante. Aux familles que nous choisissons de construire, a dit Isabella. Et à l'amour qui est plus fort que les mensonges, ai-je fini. 6 mois plus tard, Isabella a déménagé dans une charmante petite maison de 2 chambres à seulement 2 rues de chez nous. C'était assez proche pour que nous soyons voisines, mais assez loin pour qu'elle puisse construire sa propre vie indépendante. Étienne l'a aidée avec le déménagement, portant des boîtes et montant des meubles comme le père qu'il n'avait jamais été, mais qu'il apprenait à être. 1 an après cette nuit transformatrice, Étienne et moi avons renouvelé nos vœux matrimoniaux dans une petite cérémonie intime dans la même église où nous nous étions mariés il y a des décennies. Isabella a été ma demoiselle d'honneur, un beau symbole de comment notre famille s'était élargie et renforcée. Maxime a été le témoin de son père, représentant le pardon et la guérison entre générations. Les cicatrices des mensonges et des trahisons étaient encore là, elles seraient probablement toujours là. Il y avait des jours difficiles, des moments de doute, des conversations douloureuses sur le passé que nous devions affronter. Mais nous construisions quelque chose de nouveau et de plus solide sur les ruines de ce qui avait été détruit. Isabella a fleuri dans notre famille. Nous avons découvert qu'elle avait l'humour sec d'Étienne et ma détermination têtue. Elle et Maxime ont développé une amitié authentique, partageant des livres et débattant de politique pendant nos dîners dominicaux. Étienne, de son côté, apprenait à être père d'une manière complètement nouvelle, pas seulement pourvoyeur ou figure d'autorité, mais ami, confident et soutien émotionnel. Et chaque fois que quelqu'un me demande comment j'ai réussi à pardonner tant de trahisons, comment j'ai trouvé la force de reconstruire au lieu de simplement détruire, je réponds la même chose. Je n'ai pas pardonné pour eux, j'ai pardonné pour moi. Parce que j'ai découvert que porter la haine c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre personne meure. Et j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de construire. J'ai choisi d'aimer. Parce que parfois, perdre tout est la seule façon de découvrir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce ne sont pas les années que vous avez vécues sans problème, mais l'amour que vous choisissez de donner même quand ça fait mal, même quand c'est difficile, même quand vous seriez justifié d'abandonner. Ceci est mon histoire. L'histoire d'une femme qui a découvert, à 62 ans, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer avec la vérité. Que la force d'une mère, qu'elle soit biologique ou choisie, peut guérir des blessures qui semblaient impossibles à soigner. Et que l'amour véritable n'est pas sur ne jamais être blessé, mais sur choisir d'aimer même après avoir été profondément blessé. Aujourd'hui, quand je regarde notre famille, imparfaite, cicatrisée, mais honnête, je sais que nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi la difficulté de la vérité au lieu de la facilité du mensonge. Nous avons choisi le travail ardu du pardon au lieu de la solitude du ressentiment. Et vous? Quand votre vie s'écroulera, et elle va s'écrouler, plus tôt ou plus tard, parce que la vie a cette façon de nous tester, quel choix ferez-vous? Parce que la question n'est pas si ça va arriver, mais comment vous allez choisir de vous reconstruire quand ça arrivera. Allez-vous choisir la peur ou le courage? La vérité ou le mensonge confortable? Le pardon ou le ressentiment? La famille imparfaite mais réelle, ou la solitude parfaite mais vide?
J'ai choisi l'amour. Même blessé, même imparfait, même effrayant. Et c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie.